La disparition de Satoshi Nakamoto, créateur du Bitcoin, correspond au moment où Gavin Andresen, un des premiers développeurs à l'avoir aidé à améliorer Bitcoin, lui indique par email avoir été invité par le FBI à présenter Bitcoin dans leur bureau, demande qu'il a acceptée. Cette présentation dans les bureaux du FBI a eu lieu le 14 juin 2011 et depuis cet email, Satoshi a cessé tout contact avec Gavin et a disparu. Qu'est-il arrivé au créateur du Bitcoin, chers amis? Eh bien, c'est un sujet que nous avons traité dans notre ouvrage. Alors, le lien dans la description pour plus d'infos pour y accéder. Bienvenue au Cryptost Technical Briefing de ce mardi 7 juin 2022. Qu'est-ce que c'est dur? Qu'est-ce que c'est laborieux? 2 tentatives vaines, tuées dans l'œuf, par le cou, tordu le cou à 2 tentatives de rebond technique. À la place, le marché crypto laisse face à une phase de transition latérale, à un trading range horizontal. Première tentative fin mai qui échoue à 32 300 $. Rappelez-vous, l'objectif technique du rebond, la première résistance, on ne demande pas quelque chose d'énorme finalement, c'est 33 000 $. Il y a de la liquidité à aller chercher là-bas. Eh bien non, ça échoue à 32,3. Hier, ça échoue à 31,7. Vous allez voir, en intraday, il y a vraiment des niveaux techniques qui fonctionnent bien. Bref, le marché crypto reste corrélé globalement aux actifs risqués, même si lorsque le marché action rebondit, et le marché action est en rebond technique depuis 2-3 semaines, mais lui, c'est un vrai rebond technique. Eh bien, lorsqu'il y a une phase de hausse des indices boursiers, parfois ça profite au marché crypto. Par contre, dès que l'indice boursier revient au support, là, le marché crypto, moins 5. Bon. Alors, plus 6 hier, moins 6 aujourd'hui, en finale, retour à la case départ. En cette semaine qui voit 2 temps forts fondamentaux. 2 temps forts fondamentaux. Le premier, la décision de politique monétaire de la Banque Centrale Européenne ce jeudi, 9 juin. Alors, la Banque Centrale Européenne ne va pas relever ses taux cette semaine, mais on attend à ce qu'elle nous prépare à des relèvements de taux d'intérêt cet été, des hausses de taux qu'elle n'a pas fait depuis des années. Et probablement la conférence de presse de Mme Lagarde qui va nous préparer à la fin des taux d'intérêt négatifs en Europe, alors qu'aux États-Unis, la remontée des taux de la Banque centrale a déjà commencé. Et puis, surtout, vous le savez, l'inflation a commencé son ralentissement aux États-Unis, pas en Europe. Mais la bourse est drivée par le marché action américain. Le rebond technique des indices boursiers, depuis 3 semaines, est lié au ralentissement de l'inflation aux États-Unis. Elle a ralenti sur un mois. Ce vendredi est publié l'inflation aux États-Unis selon l'indice des prix CPI au titre du mois de mai. Le consensus envisage la confirmation du ralentissement. Autant vous dire que si vendredi, l'inflation ne ralentit pas, ne confirme pas son ralentissement aux États-Unis, c'est-à-dire qu'elle est tout en haut mais en tendance baissière, les graphiques arrivent, le marché action repart en crack. Le Bitcoin, 25 000 minimum, 20K dans la foulée. C'est le temps fort fondamental de la semaine et c'est vendredi à 14h30. Alors, il faut que j'illustre l'ensemble de ces propos. Bienvenue. Je vais pratiquer, comme d'habitude, vous dévoiler ma vue technique sur le cours du Bitcoin, Ether, BNB et Link cette semaine. Les temps forts fondamentaux de la semaine. Jeudi 9 juin, décision de politique monétaire de la Banque Centrale Européenne qui doit lutter contre une inflation hors de contrôle qui ne ralentit pas à la différence des États-Unis. Vous avez ici la courbe verticale de l'envolée des prix aux États-Unis, mais les taux d'intérêt de la Banque Centrale Européenne, il y en a 3. Le taux de dépôt négatif, moins 0,50. Le taux d'intérêt principal, 0. Le taux marginal, 0,25. Depuis 2019. Et les taux négatifs ont commencé en 2014. Eh bien, Mme Lagarde, qui parle jeudi à 14h30, devrait nous préparer psychologiquement, mentalement, psychiquement, bref, à des hausses de taux dès cet été et à la fin des taux négatifs à l'automne. Ça, c'est le premier temps fort fondamental de la semaine. Deuxième temps fort fondamental de la semaine, et en fait qui est le plus important. Vendredi 10 juin,
est publié aux États-Unis, l'indice des prix, le CPI. Au mois d'avril, l'inflation a entamé un premier relativement... Le rebond technique des marchés actions est uniquement lié à ça. Vous avez là la dynamique de l'inflation aux États-Unis selon l'indice des prix CPI. Vous constatez comme moi que depuis, sur la dernière lecture, il y a eu une interruption de la tendance haussière. C'est ça qui compte, la direction. L'objectif des banques centrales, oui, c'est 2%. Mais si on doit entrer en tendance baissière de l'inflation, le marché action n'attendra pas un retour à 2% pour rebondir. Il est toujours en avance. Donc le consensus pour le mois de mai, et c'est publié vendredi 9 juin, c'est 5,9. Vous positionnez comme moi l'histogramme à 5,9 et vous avez le début d'une tendance baissière. Imaginons que vendredi, l'inflation ressorte à 6,3. Moins 10 sur les cryptos, moins 2 sur les bases indices boursiers. Direct. Car cela veut dire qu'en fait, non, l'inflation n'a pas commencé à reculer. C'est le chiffre majeur de la semaine, il tombe vendredi. Donc là, vous avez vraiment la description des temps forts fondamentaux de la semaine qui vont influencer l'ensemble des actifs risqués. Les actifs risqués soumis toujours plus que jamais à la remontée des taux d'intérêt, le 10 ans allemand, le 10 ans américain, le 30 ans américain, le 2 ans américain, ces taux d'intérêt nominaux qui continuent de mettre la pression sur des États déjà largement endettés. Et au final, pour suivre les actifs risqués plus que jamais, je vous remontre l'indice S&P 500. Depuis le 20 mai, nous sommes en rebond technique sur les actions. Je vous laisse observer les bougies japonaises du S&P 500. Ça, c'est un vrai rebond. Même le CAC 40. Voilà un vrai rebond des bougies japonaises haussières. Le cours du Bitcoin, lui, c'est une phase latérale, incapable d'aller chercher, ne serait-ce que la première. On s'en est approché, me direz-vous. J'y viens. Donc, pour la tendance de cette semaine, notez que le rebond technique depuis les 3850 et le double bottom nous ont ramené au contact des 4200 points. Les 4200 points qui sont en fait la ligne de coup de l'énorme épaule, tête-épaule. Et donc la succession de creux et de sommets descendants. C'est pourquoi les 4002 bloquent. Mais les 4100 font support, les 4100 points sont la ligne de coup du double bottom court terme, mais qui rencontre la ligne de coup de l'épaule tête-épaule moyen terme. À gauche l'hebdomadaire, à droite le journalier. Vous avez là comment s'articulent les différents horizons de temps. Et bien sûr que l'horizon de temps supérieur a l'avantage. Et donc à court terme, nous sommes enfermés entre les 4100 points et les 4200. C'est la clé. Tant que le S&P 500 tient les 4100 points en clôture, il y a un espoir d'aller chercher 33 000 $. Ça a été approché, mais ça n'a pas été testé. Briser un marché qui enfoncerait à nouveau 4100 points. Pour revenir à 4000 et à 3850, retour à 25 000 minimum sur le marché crypto. Ça reste la clé principale, la corrélation donc avec les actifs risqués. Cette semaine, jeudi 9 juin, décision de politique monétaire de la Banque Centrale Européenne, mais surtout, avec un peu d'avance, je vous le rappelle, le marché n'a Dieu que pour la Réserve fédérale des États-Unis. Sa prochaine décision de politique monétaire, c'est le 15 juin, c'est-à-dire mercredi prochain, donc en 7, avec 2 hausses de taux encore d'un coup, anticipées par le consensus à quasiment 93% de probabilité. Je suis ici sur le site de la Bourse de Chicago. Donc, quel contexte compliqué. Quel contexte compliqué dans un marché crypto qui, ici, avec le Bitcoin Index, avec les bougies japonaises mensuelles, continue de faire cette phase latérale depuis les 65 000 $, qui peut, in fine, nous ramener au fameux niveau des 20K. Et ce, pour inverser la vapeur, il faudrait refranchir avec vigueur 38-40. On n'y est pas. On n'y est pas. Bon. Mais ça, il faut le rappeler, et c'est pourquoi je commence par ça graphique. Même si en journalier, on peut avoir un scénario de rebond technique qui peut aller chasser jusqu'à 34, imaginons. Le cadre de fond, il ne faut pas se mettre de guerre. Il ne faut pas se mentir, il ne faut pas aller chercher dans les graphiques ce qui nous fait plaisir.
Le cadre de fond, il est dégradé. À nouveau, ici, en noir, la représentation graphique en bougie japonaise hebdomadaire de la capitalisation boursière totale crypto. À gauche, en hebdomadaire, avec une échelle logarithmique. À droite, en journalier, avec une échelle arithmétique. Comparez les bougies japonaises hebdo de l'été dernier. Il y avait une config, une pattern. Là, nous sommes dans une phase corrective. Oui, on stabilise sur un support, c'est le point bas de l'été. C'est une proportion, c'est le 1 pour 1. Vous avez ici l'extension Fibo. Mais il n'y a pas de pattern encore. Ça peut être tout aussi bien une phase de transition latérale, alors que l'on décompose ici en bougie journalière avant d'aller chercher plus bas, ou, avec le temps qui passe, peut-être construire quelque chose. Ça reste équiprobable. Le système Ishimoku en journalier, la combinaison, la conjonction, elles se rejoignent. Les deux composantes importantes, tendancielles, Tenkan-sen, Kijun-sen, on est dessus hier. Tentative intéressante hier de dépasser le couple Tenkan-Kijun. Eh bien, dépassement marginal à la clôture. Aujourd'hui, boum, à la session asiatique, retour dans les cordes. Et c'est compliqué. Notez au passage que la lagging span, représentée en blanc, qui représente le parrain du système Ishimoku, la confirmation, le leader, c'est-à-dire le marché actuel exprimé en cours de clôture et ramené 26 périodes dans le passé, c'est-à-dire ici 26 jours, rencontre les bougies japonaises. Soit c'est un échec, on surfe dessus, on échoue et ça coule, soit on parvient à entrer à l'intérieur et là, peut-être qu'on pourra envisager une base pour aller ne serait-ce que chercher un rebond technique à 33-34 000 $. C'est chaud. La séance d'hier portait en elle des espoirs qui étaient liés d'ailleurs à ce que faisait Wall Street en séance, mais la clôture s'est faite tout en bas. Plus que jamais, on voit le lien avec Wall Street. Donc, pour les amateurs du système Ishimoku, appliqué à la capitalisation boursière totale crypto, je vous invite vraiment à surveiller la conjonction Tenkan-Kijun-sen sur la capitale totale en données journalières. Alors, le cours du Bitcoin. Vous avez ici le contrat futur à la bourse de Chicago. Vous voyez, le premier échec à 65 000, c'était au printemps dernier. Le retour à 30 000 et le temps que le marché avait pris pour construire une pattern de renversement haussier, un biseau descendant, avec un gap et une impulsion. Là, vous voyez la différence. Nous sommes certes sur le même niveau. Alors, la séance de purge du 12 mai a permis de combler ici l'intervalle 24 526 qui était alors, un gap, le fameux gap haussier ici, a été comblé partiellement. Si vous voulez, nous sommes là dans une phase latérale. Alors certains y verraient un triangle de continuation baissière, les plus optimistes un rounding bottom, ou que sais-je, ou simplement un rectangle. D'ailleurs, si l'on regarde le cours de clôture, j'ai ajouté ici le système Ishimoku, avec vous avez en noir la lagging span, qui représente le marché actuel en cours de clôture. Regardez, c'est la même forme. Là, vous avez les bougies japonaises, et là, vous avez le cours de clôture, c'est le même prix, il est décalé dans le passé. 26 jours exactement. Alors, en cours de clôture, c'est un rectangle, ce n'est rien sur le contrat futur. Voilà l'interrogation du moment. Qu'est-ce que nous avons ici sous les yeux? Une pattern de continuation baissière ou l'amorce d'un rebond technique, ne serait-ce que pour aller chercher les 33 000 et les 34 000 $, un gap baissier ouvert le 9 mai. Allez prendre de la liquidité. Marché semble être en difficulté. D'ailleurs, notez que dans l'immédiat, on teste la ligne de tendance haussière de cette pattern. C'est-à-dire que là, en termes de timing, briser, casser, venir enfoncer les 29 000, c'est le signal de la continuation baissière. Et d'aller chercher 24 600 et combler totalement ce gap, ouvert à l'époque en décembre 2020. Alors, d'ailleurs, observez en intraday. Vous avez la phase actuelle, décomposée en horaire. Première tentative de rebond, fin mai, qui échoue pas loin des 33 000. Voilà la cible que moi j'avais. On échoue pas loin et on fait en horaire une épaule, tête-épaule, cassure des lignes de coups, on retourne en bas.
On stabilise sur 29 003. Nouvelle tentative hier. Ça pousse. On échoue à 31 780. Qu'est-ce que c'est? C'était le point de décrochage de l'épaule droite. On est venu taper de la liquidité ici, recharger, et on retombe au même endroit et ça restabilise. Sauf que là, nous savons que sur l'horizon de temps supérieur, nous sommes à la limite de la phase de transition latérale. On voit bien les niveaux d'accélération d'intraday. En fait, le trading range se réduit à 29 003 et 31 008. On brise 29 003. C'est, je pense, un marché qui chute à 24 006 et qui ira combler le fameux gap. On retente une nouvelle fois. Je pense qu'une nouvelle attaque, une troisième accélération serait celle, cette fois-ci, qui fonctionnerait pour aller chercher 33-34, la liquidité journalière. Voilà les niveaux qui me semblent importants à surveiller. L'ETH est toujours en sous-performance. Et c'est bien illustré par le ratio ETH-BTC qui est sorti par le bas d'une pattern. Cela est dû naturellement, non pas à l'annulation, au report dans le temps du déploiement d'ETH 2.0. Techniquement parlant, la sous-performance court terme devrait se prolonger, au moins jusqu'à cette zone. D'ailleurs, donc ça c'est pour le comportement relatif d'ETH vis-à-vis du BTC. Pour ETH USD, en données journalières, eh bien c'est le même topo. Le marché stabilise sur les points bas de l'été dernier, mais à l'époque, une pattern avait été construite. Là, nous sommes dans une phase de transition latérale qui prend là la forme très visible d'un triangle rectangle descendant. Bon. Figure typique de continuation baissière. Mais moi, par expérience, je vous dis que le triangle, c'est de l'équiprobabilité. Tout dépend du sens. Tout dépend de la clôture technique. Les bornes sont connues, les bornes sont précises. 1690 $ et la partie haute ici, qui actuellement passe aux alentours des 1930 $. C'est la sortie de cette compression. Sortie par le haut, c'est rebond technique à 2003. C'est l'équivalent d'un rebond technique du cours du Bitcoin à 34 000 $. Briser, sortir par le bas, briser les 1692 $, c'est revenir à 1500 $. C'était le niveau de l'ex-ATH. Lorsque je regarde le momentum représenté par l'indicateur technique RSI sur le cours de TH-USD ou sur le BTC, je prends ici le contrat futur perpétuel. En termes de timing, on a tapé 50, on revient sur la trendline, il n'y a plus le choix. Donc la réponse, c'est cette semaine. Aujourd'hui, peut-être demain, jeudi au plus tard. Et bon, forcément, à moins que le marché veuille attendre l'inflation de vendredi aux États-Unis, car comme je vous l'ai expliqué en introduction, c'est la clé. Les halts sous-performent. Les halts sous-performent, on le voit avec la remontée de la dominance du Bitcoin, qui tranquillement se dirige à nouveau vers le niveau des 50%. Bon. Les halts sous-performent. Et typiquement, le BNB, lui aussi. Alors, le BNB qui a rebondi comme ETH et BTC au contact des plus bas de l'été dernier, sauf qu'à l'époque ce fut une pattern de renversement haussier, là propose une phase de rebond technique qui a échoué au contact de la première résistance. Pour le coup, l'équivalent des 33 000 $ a été testé, les 325 $, ça repart à la baisse, avec un échec du RSI sous 50, on reste en phase baissière. On a même une belle résistance sur la disparité relative entre le prix et sa moyenne mobile à 50 jours, alors que ça avait été franchi ici à l'époque. Bon, vous comprenez comme moi que ça reste faible, de toute façon l'engagement n'est pas présent. Le pessimisme reste exacerbé pour le marché crypto à court terme. Et lorsque je y ajoute le système Ishimoku, la dérive latérale des prix ramène le prix au contact du nuage. C'est une situation compliquée, mais encore une fois, pour le BNB, il n'est pas possible de trancher encore. C'est une phase latérale entre les 255 et les 325. Et de toute façon, eu égard à la remontée de la dominance du Bitcoin, nous avons bien compris que seul compte les signaux que donnera le cours du BTC, et à savoir le sens de sortie
de cette phase de transition latérale de court terme. Bon. Moi, j'aurais énormément... j'aurais un œil avisé, pas avisé, mais un œil toutes les heures sur le comportement du S&P 500. Il y a encore l'espoir, façon de parler, d'un rebond technique vers 33, tant qu'on tient 4100 points. En dessous, ce sera Waterloo. Alors Link surperforme. Alors c'est étonnant. J'ai ici le ratio Link BTC. Le ratio Link BTC qui effectivement, vous avez ici donc la paire de devises Link/BTC qui stabilise sur 38,2% de retracement. Je suis en bougie japonaise hebdomadaire depuis toute la hausse entre décembre 2017 et août 2020. On a une stabilisation, on sent l'entrée dans une phase de rebond technique pour le ratio Link BTC. En données journalières, effectivement, belle divergence haussière de momentum représentée par le RSI est venue contredire ce creux. Nous sommes en phase de rebond technique. Il semble que le marché puisse aller au contact de la moyenne mobile simple à 50 jours, comme le suggère la cassure sur la disparité relative entre le prix et la moyenne mobile simple à 50 jours, c'est-à-dire revenir à 0%. 0% sur la disparité relative, ça veut dire un point de contact entre le prix et sa moyenne mobile simple à 50 jours. Cependant, les enseignements du système Ishimoku nous rappellent que le nuage est tout proche et qu'il viendrait limiter le rebond technique. D'ailleurs, ça combine avec MMS, la moyenne mobile simple à 50 jours. Mais on a repris qu'il jaune. Bon. Donc, effectivement, aller chercher ce niveau d'un point de vue relatif, en tout cas, de la surperformance pour Link cette semaine, semble indiquer l'analyse technique du ratio. À proprement parler maintenant sur Link USD, eh bien une stabilisation et l'entrée en rebond technique après avoir retracé 38,2% de toute la hausse depuis avril 2017. Je vais ici mettre la disparité relative à la moyenne mobile à 30 semaines. Elle est sur support, effectivement, un support historique, c'est-à-dire plus de 100% sous la moyenne mobile simple à 30 semaines. Donc effectivement, ça représente cet écart-là. Vous avez ici la moyenne mobile simple à 30 semaines. Donc il y a des signaux d'un rebond technique. Bon, ok. Après, je vous garantis qu'il ne tiendra pas longtemps si le BTC va fermer le gap à 24 600. Mais l'hypothèse où le BTC au moins resterait en range ou irait chercher 33, il peut y avoir peut-être davantage à aller chercher là-dessus. Vous avez vu, ça en fait beaucoup des peut-être. Oui, mais bon, il faut être honnête. C'est compliqué. Alors on voit bien l'action de la divergence standard en journalière, ici, ici, qui venait contredire ce nouveau creux. Donc on a eu le rebond suite à la divergence. Maintenant la divergence s'épuise, on arrive à la neutralité. Aller chercher moyenne mobile simple à 50, le niveau des 9. Aller chercher le nuage, why not? Et si au bas mot, le Bitcoin reste en rouge. Merci chers amis d'avoir écouté le Bitcoin le Cryptost Technical Briefing de ce mardi. J'espère qu'il vous a plu. Merci de m'avoir écouté. Passez une bonne semaine et à mardi prochain.